Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans RBK Média L'Actu, le média qui décrypte toute l'actualité, santé, bien-être, parentalité, sexualité, vie sociale. Et aujourd'hui, j'interviewe le docteur Yoni Assouli qui nous reçoit dans son cabinet, la maison Almi. Bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Merci de me recevoir en tout cas. Merci à toi. Alors, raconte-nous un petit peu la Maison Almi. Donc, c'est un centre santé qui est présent en France, en Belgique, au Luxembourg. Explique-nous un petit peu le concept. Alors, le concept, c'était de créer une maison pluridisciplinaire, plutôt même une maison de santé intégrative, où on a une prise en charge globale, prise en charge holistique. On va peut-être pas se contenter de traiter uniquement les symptômes, mais on va traiter vraiment là où les causes potentielles des maux des patients. Donc, il y a ici, même à Marseille, une psychologue, une diététicienne, une sophrologue, une ostéopathe et un médecin fonctionnel, dont moi-même. Ouais, c'est un peu le but. Eh bien, bravo. Du coup, là, on va parler des bonnes résolutions santé de l'année 2026. On parle beaucoup de santé aujourd'hui, mais est-ce qu'on agit vraiment en amont? Non, pas vraiment. Je trouve que la prévention, ça marche pas vraiment en France, en tout cas. On attend souvent le dernier moment, quand c'est un peu la cata, quand la maladie est déclarée, parce que on est formé comme ça. On a fait beaucoup de progrès, je trouve, sur tout ce qui est maladie. Donc là, la médecine est de plus en plus forte, mais pour traiter vraiment quand la maladie est là. Mais tout ce qui est prévention, non, on n'est pas du tout encore au niveau comme on pourrait l'être dans certains pays comme l'Allemagne ou les États-Unis. Et donc pourquoi, selon toi, il y a ce retard? Parce que je trouve que quand la prévention marche, tout va bien et on s'en rend pas vraiment compte, quoi. C'est vrai que tous les jours, on va pas dire « trop bien, je suis en bonne santé, tout va bien, j'ai fait ce qu'il faut ». Donc je pense qu'il y a ce biais-là, il y a aussi le biais un petit peu de la formation, où nous-mêmes en tant que médecins, à la fac on est formé à être des médecins de la maladie, où on va donner des médicaments pour les symptômes, mais on va pas se dire pourquoi le patient a mal au ventre, pourquoi il est fatigué, pourquoi il dort mal. Donc voilà, c'est un petit peu lié à ça, on va dire. Est-ce que tu vois dans ta pratique des cas où une approche préventive aurait évité des traitements lourds? Ouais. Quasi tous les jours. Quasi tous les jours. Ouais, puisqu'on vient me voir un peu en dernier recours. Alors, bien sûr, les médicaments, certains traitements restent indispensables, mais en cas d'inflammation silencieuse, c'est ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, où tu vas avoir un taux de CRP ultra sensible qui va être élevé. Donc, si on agit en amont par souvent le conseil de prendre un peu plus d'oméga 3, un peu plus de poisson gras, on peut agir aussi sur tout ce qui est prédiabète. Quand le prédiabète est là par des tests très spécifiques, que sont la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, avec des conseils sur l'alimentation, on permet d'éradiquer ça, ou même la stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie gras, où le patient, sans s'en rendre compte, a une anomalie du bilan hépatique. C'est pareil, via l'assiette, via la mise en mouvement, via un sommeil beaucoup plus réparateur, on permet d'éviter ces pathologies-là. Et donc, quelles sont les questions simples qu'on peut se poser pour faire son propre check-up préventif en ce début d'année? Très intéressant, très bonne question. Moi, j'aime bien la question de savoir déjà comment on se lève. Est-ce que vous êtes rafraîchi au réveil? Est-ce que vous êtes en forme? Savoir comment vous digérez. Est-ce que vous avez des ballonnements? Est-ce que vous avez une alternance entre diarrhée et constipation? Est-ce que vous avez des douleurs abdominales? Comment est votre niveau d'énergie tout au long de la journée? Est-ce qu'il n'y a pas de fatigue post-prandiale, des coups de pompe après les repas? Et surtout, comment est votre humeur? Est-ce que vous êtes plutôt anxieux? Est-ce que vous êtes plutôt déprimé? Good mood, bad mood? Donc ça, c'est des questions très simples à se poser. Et si vous répondez non à au moins deux d'entre elles, il faut aller peut-être un peu plus loin. Et donc du coup, tu dis justement que le corps chuchote avant de crier. Ouais. Donc quels sont les signaux faibles qu'on doit absolument prendre en compte et écouter? Premier point, je pense que c'est la fatigue. Après, bien sûr, en dehors de situations particulières comme la grossesse, le postpartum, voilà, bien sûr. Mais s'il y a une fatigue, c'est pas normal, en tout cas pour moi, d'être fatigué. C'est pas normal d'être ballonné. Je me rends compte dans les consultations que de plus en plus de patients, je trouve que ça touche beaucoup plus les femmes d'ailleurs, ont des ballonnements, ont le ventre qui gonfle après les repas. C'est pas normal également d'avoir un mauvais sommeil, d'avoir des réveils nocturnes par exemple. Ou d'être anxieuse ou déprimée en permanence. Ça, c'est vraiment des chuchotements qu'il faut prendre en considération avant que ça aille plus loin, quoi. Alors pour toi, quels sont les bilans ou indicateurs qu'on devrait tous surveiller au moins une fois par an? Alors le tour de taille donne beaucoup d'informations. Donc ça, on prend
un mètre ruban et c'est très simple de le faire. C'est-à-dire Tu le fais au-dessus du nombril. Quelles informations ça va te... Sur l'insulinorésistance, voir si tu as un prédiabète, un diabète de type 2, ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Donc ça, c'est le premier point. Tu peux prendre la tension artérielle pour éviter qu'il y ait de l'hypertension. Au niveau de la biologie, très intéressant donc, de faire un test qu'on appelle HbA1c, hémoglobine glyquée, qui est en fait le reflet de ta glycémie des 3 derniers mois. Et si tu es au-dessus de 5,5%, ça signe entre guillemets un prédiabète. Donc ça, il faut agir déjà en amont pour ne pas développer de diabète de type 2. Et donc là, en général, c'est des règles hygiéno-diététiques. Exactement, pendant au moins 3 mois, avec bien sûr la mise en mouvement, toujours important l'activité physique. Il faut également demander le taux de vitamine D. Très important la vitamine D, elle est plus remboursée, donc vous pouvez la doser en labo, vous pouvez la payer, ça coûte 10 ou 12 euros. Et c'est pas vraiment une vitamine, elle agit vraiment comme une hormone. Il y a des sites de fixation, donc c'est extrêmement important pour l'immunité, c'est important pour toi la vitamine D. Et un dosage que j'adore, moi, c'est la CRP-US, la CRP ultra sensible, qui est différente de l'inflammation aiguë. Donc quand un patient va tomber, se faire une entorse de la cheville, il va avoir mal, il va avoir chaud, il va avoir un œdème. Là, c'est une inflammation qui ne donne pas de symptômes. Donc c'est un dosage qui, si le taux est élevé, ça signe l'inflammation de bas grade. Et donc là, c'est le point de départ de toutes les maladies chroniques et on peut agir en amont. Activité physique, assiette, sommeil. Et après, il faut voir bien sûr s'il y a suffisamment d'oméga 3, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en inflammation de bas grade. Ouais, tu dois avoir 8 patients sur 10. Et tu l'expliques comment? Parce qu'en fait, on ne mange pas suffisamment de poissons gras. C'est tout simple. Le plus souvent, c'est parce que les patients n'aiment pas les sardines, n'aiment pas les maquereaux. Pourtant, on est à Marseille. Et qui vont tendance à avoir plus de fromage dans leur assiette, plus d'aliments transformés et pas assez d'anti-inflammatoires comme les oméga 3. Et c'est à partir de quel âge justement que ça... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ah ouais, tu peux le faire tout le temps. Mais je fais chez des enfants. Chez des enfants. Ouais. Si tu devais partager 3 gestes ou habitudes de prévention ultra simples à adopter dès maintenant, ce seraient lesquels? Donc les poissons gras. Ouais, exactement. Au moins 2 fois par semaine. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, je trouve qu'il faut marcher au moins un peu chaque jour. Alors, il ne faut peut-être pas faire 10 000 pas. Hein. Moi, j'ai un tapis de course qui est là. Je dois marcher peut-être 4 000 ou 5 000 pas par jour, mais je suis content déjà, tu vois. Au moins 10 minutes après les repas. Donc, ça permet d'éviter les pics de sucre dans le sang, d'éviter l'hyperglycémie. Si possible, couper les écrans. C'est dur. C'est très dur, mais 20 minutes à une demi-heure avant d'aller dormir. Et si on peut, s'exposer à la lumière naturelle du soleil au moins 10 minutes par jour. Mais c'est très simple. C'est très simple à faire. Ouais. Et donc finalement, on se rend compte que la prévention, c'est pas réservé à une certaine patientèle qui a les moyens, c'est tout le monde qui est capable. Parce que c'est très facile, on peut agir sur l'assiette, on peut choisir, alors ça coûte un peu plus cher, mais de manger des aliments vrais, bruts, bio. Pas transformés. Pas transformés, exactement. On peut limiter tout ce qui est sucre raffiné, ça c'est facile. On peut mieux dormir, on peut marcher un peu plus, donc c'est pas réservé à une élite. Alors, oui et non. Non, c'est pas réservé à une élite, mais oui, parce que les bilans de médecine fonctionnelle, quand même, sont très onéreux. Donc après, si on veut aller plus loin, parce qu'on voit que ces petits hacks de santé n'améliorent pas notre état, oui, il faut investiguer davantage, mais ça sera un peu onéreux. Et donc, comment mieux dormir, finalement? Je pense que les écrans, ça fait beaucoup. Hein. Ça y fait beaucoup. Pour toi, c'est le premier truc à le premier truc, franchement. À retirer. Ouais. Faut les couper facilement une demi-heure avant. Et essayer de prendre même un bouquin, et ça fait énormément. Ouais. Et je suis le premier concerné, hein. J'avais beaucoup de mal à faire ça. Oui. Et depuis que je le fais, je dors beaucoup mieux, je m'endors beaucoup plus rapidement. Ouais. Alors, un dernier mot. Pour toutes celles et ceux qui veulent prendre un nouveau départ santé cette année, qu'est-ce que tu leur conseilles? Moi, je conseille d'y aller progressivement. Il ne faut pas avoir des objectifs trop importants. Il faut choisir un hack, j'appelle ça un hack de santé, que ce soit la marche, que ce soit le sommeil, que ce soit l'assiette, et s'y tenir, faire au moins 30 jours, et après on peut en choisir un deuxième, etc. Mais y aller vraiment étape par étape, et ce serait déjà incroyable. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter que tu voudrais dire particulièrement en tant que médecin? Peut-être, n'attendez pas de tomber malade, c'est le titre de mon livre. Justement, on y vient parce que tu as sorti, donc lui, n'attendez pas de tomber vraiment malade, il y a pas longtemps. Ouais, il y a 1 an. Il y a 1 an. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu l'écrire et surtout ce qu'on y trouve? Alors, je t'avais interviewé dans Bien sûr, je me souviens. Mais là, on refait. Je l'ai écrit pour aider les patients parce que le plus souvent, on ne connaît pas cette médecine, en fait, tout simplement. On connaît le plus souvent la médecine allopathique, mais moins la médecine préventive. Donc, c'est vraiment pour l'aider. J'ai mis à l'intérieur de ce livre des conseils très faciles à mettre en place, que ce soit au niveau de l'alimentation, avec notamment ces fameux oméga 3, conseils sur l'activité physique, mais on parle aussi de pathologie. Alors, je parle beaucoup de la thyroïde, parce que moi j'aime beaucoup la thyroïde,
Et on sait que c'est la glande chef d'orchestre, donc j'explique son fonctionnement, j'explique comment on peut faire pour l'améliorer. Donc voilà, c'est des petits hacks très simples à mettre en place pour éviter justement que ce soit trop tard, on va dire. Et donc, comment on peut améliorer le fonctionnement de sa thyroïde? Je termine avec ça. Parce que je pourrais te poser plein de questions. Alors, son fonctionnement est en partie lié à l'iode. Donc, il faut essayer de consommer déjà très souvent, on va dire, des algues. Alors, ça dépend des palais, mais il y a des tartares d'algues qui sont très riches en iode. Il y a aussi tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est huîtres. Donc, ça, c'est important. On peut consommer aussi 2 à 3 noix du Brésil par jour pour leur richesse en sélénium. Voilà, rien que ça joue énormément sur la thyroïde. Après, bon, on pourra aller plus loin, on pourra en parler des heures, mais... Bah, écoute, merci beaucoup, Merci Yoni, pour cette vision claire. Et prenez soin de vous. Bonne année à tous. Bonne année, merci.